To be anti-migrant, traditionally in France, was to be right-wing. To be anti-Muslim, you don't need to be right-wing. You can say, I'm anti-Muslim, but I'm not racist. L'islamophobie n'est qu'un masque du racisme. Il fonctionne exactement de la même manière. Moi, je ne connais pas aucun parti en France qui n'a pas de position à un moment donné contre l'islam. Il n'y a aucun parti en France qui va accepter que vous portiez un foulard dans un lieu public. L'islamophobie en France provient, pour l'écrasante majorité, d'un discours médiatique et politique qui alimente une peur en fait du musulman et de l'islam, mais qui ne correspond absolument pas à la réalité. Here in France, we have rules, we have a way to live. They have to adapt to them or go. That's all. It's not a problem of being racist. France has the largest Muslim population of any country in Western Europe. The main wave of Muslims arrived from the country's post-colonial territories in the 1960s. But mirroring this immigration has been the rise of the National Front, a far-right party which over the last 30 years has steadily grown in strength. To be anti-migrant, traditionally in France, was to be right-wing. To be anti-Muslim, you don't need to be right-wing. You can say, I'm anti-Muslim, but I'm not racist. In her first presidential election in spring 2012, the National Front's new leader, Marine Le Pen, led the party to their best ever result. Polling 18% of the vote, 6.5 million voters put their trust in her. C'est pas simplement un vote de protestation, contrairement à ce qui se dit souvent dans les médias, on a là un vrai enracinement et c'est encore plus inquiétant. 2 months on, and Marine's running for election again. If she wins the department of Pas-de-Calais, the National Front will have their first MP in the Assembly for 24 years. Within Pas-de-Calais, the former mining town Hénin-Beaumont has become the main battleground for the election, pitting Marine against the leader of the French left, Jean-Luc Mélenchon. We arrived to see her win the first round, and surprisingly, knocking out the leader of the French left. She also comfortably beats Vincent Kamel from the mainstream Parti Socialiste, with whom she'll go head-to-head in next week's second round. Dimanche prochain, le peuple fera son entrée à l'Assemblée. Traditionally strong in the southeast of France, the National Front is slowly but surely establishing itself in other French regions. And nowhere more so, it seems, than in the region of Nord-Pas-de-Calais, in northern France. Traditionally a mining region, in the 19th and early 20th centuries, Nord-Pas-de-Calais was the bastion of working-class struggles, which inspired Émile Zola's masterpiece, Germinal. But those days have long since gone. La métallurgie, les verreries fermées, le textile, pareil. On est devenu dans un coin plutôt tertiaire. Des grosses boîtes avec des patrons voyous, genre Samsonite, Metal Europe, et j'en passe. Restructuration industrielle complète. Et puis voilà, puis tout notre savoir-faire, on l'a vendu. Comme ça, on n'a plus rien à vendre maintenant, on n'a plus qu'à pleurer. Alors il n'y a plus de boulot, les jeunes ils arrivent sur le marché avec des diplômes qui servent à rien parce qu'il n'y a pas de boulot. Ouais, voilà la misère. Et comme la misère elle s'installe, on dit que c'est la faute des autres. Once a stronghold of the French left, over the last decade the National Front's vote has been steadily rising in Hénin-Beaumont and the wider Pas-de-Calais department. La région Nord-Pas-de-Calais et le bassin minier en particulier sont des régions qui sont sinistrées depuis très longtemps.
C'est-à-dire que bien avant qu'on parle de crise économique, on était déjà dans trois grands types de restructuration. Dans les dernières, c'était les années 70. On a affaire à véritablement une région sinistrée. Alors il faut avoir en tête ce qu'était le bassin minier auparavant. C'est dans ce bassin minier que sont nées beaucoup de conquêtes sociales. Donc c'était un territoire dans lequel il y avait une forte fierté ouvrière, une forte fierté identitaire ouvrière. C'est là que sont nées les premières caisses de retraite, la première sécurité sociale qui était, avant d'être nationale, était d'abord liée à un certain nombre d'entreprises ici. Donc c'est là qu'il y a cet héritage-là. Et on a vu arriver avec la fermeture des mines et ensuite avec la fermeture du textile dans lequel beaucoup de mineurs s'étaient reconvertis, avaient déménagé. On a vu arriver un vrai désastre social qui s'est traduit en particulier par la disparition de la vie sociale minière. Autrement dit, il y avait plein d'associations, plein de clubs, qui animaient la vie quotidienne des mines et qui ont été balayés avec toutes ces crises. Et donc on se retrouve avec au-delà de la misère économique, au-delà de la pauvreté, avec aussi une destruction de l'identité ouvrière dans les mines. Et le Front National va venir, bien des années après, offrir une compensation identitaire à cette disparition ou à cette crise de la culture ouvrière. Founded in 1972, the National Front was led for 40 years by Jean-Marie Le Pen, a maverick veteran of the Algerian War, famed for his incendiary remarks. Traditionally, the National Front was an extreme right party, which meant in Europe support of German policy during the Second World War, anti-Semitism, extreme right in the traditional sense. And now, more and more, the National Front is becoming what we can see new extreme right party, like there are in other European countries, which are not at all neither anti-Semitic nor against women, nor against homosexuals, but mainly against Islam. Marine, vous avez 3 enfants. Si l'une de vos filles se présentait un jour à vous en vous disant qu'elle voulait se convertir à l'islam, que ressentiriez-vous? Je ressentirais un échec. Un échec parce que je pense que nous avons une culture, cette culture est enracinée dans la chrétienté. Cette chrétienté n'est pas seulement une religion, hein, c'est une civilisation avec des valeurs qui lui sont propres, des valeurs qui comportent une vision de l'homme, de sa liberté individuelle. Et par conséquent, je considérais que j'ai échoué à lui transmettre toute la beauté de notre civilisation, même si, encore une fois, je n'ai pas de jugement négatif sur d'autres civilisations, hein, mais elles ne sont pas les miennes. Voilà. Market Day in Hénin-Beaumont. With only days to go before the second and final round of voting, the National Front is out on the campaign trail. Positioning itself as the party of the people, the National Front's key campaign themes remain immigration, law and order, and Islam. But while Jean-Marie Le Pen was widely regarded as a racist, famously offending Jewish, black and Muslim communities, Marine's strategy has been to tone down, normalise and legitimise the party's populist discourse. L'image médiatique de Marine Le Pen se distingue fortement de celle de son père. Le père avait, au niveau de l'image politique, il apparaissait comme le repoussoir. C'était le repoussoir, c'est-à-dire celui qui rappelait par ses petites phrases l'antisémitisme, la guerre d'Algérie. Il faut se rappeler que ses premières campagnes, et ça c'est resté quand même auprès de la journaliste, il venait avec un œil borgne, etc. Toutes les petites phrases où il montrait volontairement ses liens avec un passé fascisant, etc. Et donc il apparaissait comme effectivement l'héritage alors on va dire du fascisme traditionnel français. Marine, c'est autre chose. Je pense que Marine, c'est un changement qualitatif, Marine Le Pen. Au niveau de son programme politique, elle veut apparaître comme étant une femme politique comme les autres. Elle souligne
à plusieurs reprises qu'elle maintient tout l'héritage sur l'immigration, mais que ce n'est pas son seul point d'accroche. Elle n'hésite pas à emprunter un discours social, elle n'hésite pas à parler des pauvres, elle n'hésite pas à parler de la mondialisation, elle n'hésite pas à parler de cette série de thèmes comme ça. Si on devait comparer, je pense que Marine Le Pen est plus dangereuse que son père. Qu'est-ce que vous appelez laïcité? Est-ce que vous pouvez le définir? Parce que notre public, il est international, anglophone notamment. Oui, c'est vrai, c'est une spécificité française et c'est pour ça aussi qu'on y tient tant à cette laïcité. La laïcité, c'est l'idée que la religion participe de la vie privée. Voilà, elle participe de la sphère privée et que par conséquent, elle ne doit pas déborder dans la sphère publique. Il faut que vous sachiez que cette laïcité est la conséquence d'une histoire de France. Nous avons eu des guerres de religion extrêmement violentes dans notre pays. C'est inscrit dans notre conscience collective. Et cette loi sur la laïcité est, à notre avis, une loi de neutralité qui permet justement d'éviter le choc de religion qui pourrait être différente et qui donc s'exprimerait de manière conflictuelle dans la sphère publique. Ça veut dire, si je peux essayer de trouver un exemple, c'est que si nous nous croisons, je ne suis pas censé savoir quelle est la religion qui est la vôtre, en tout cas de manière ostensible, parce que je dois pouvoir vous juger, entre guillemets, par votre personnalité, avant de vous juger par votre appartenance à un groupe religieux. Aujourd'hui, Marine Le Pen a fait un gros effort en termes de construction du discours, dans la reformulation d'un certain nombre d'idées. Là où on aurait pu dire dans les années 80 « nous ne voulons pas d'arabes en France », eh bien aujourd'hui il suffit de parler de laïcité pour s'autoriser à rejeter une population qui majoritairement est arabe, les musulmans. Et donc il suffit de dire que voilà, on n'est pas contre les musulmans, on veut défendre la laïcité. Chaque augmentation du score du Front National a signifié objectivement, dans les jours qui ont suivi, les semaines qui ont suivi, une libération de la parole et une libération des actes. Autrement dit, c'est un encouragement. À chaque fois que ça monte, c'est un encouragement de tous ceux qui pouvaient avoir des idées racistes, mais qui au moins les retenaient. Qui pouvaient avoir des colères racistes, mais qui au moins les retenaient. Autrement dit, c'est un encouragement au passage à l'acte. Et je pense qu'effectivement, on va avoir une aggravation des rapports dans un certain nombre d'endroits. Déjà, si vous allez à Hénin-Beaumont, les personnes issues de l'immigration qui habitent à Hénin-Beaumont, elles sont inquiètes parce qu'elles se disent qu'est-ce qui va nous arriver, mon voisin, mon collègue de travail a peut-être voté Front National. Donc je pense qu'une des conséquences, ça va être effectivement l'augmentation des actes racistes. Pas parce qu'il y aurait plus de racistes qu'avant, mais parce que on avait des racistes qui hésitaient à passer à l'acte et que c'est un encouragement au passage à l'acte. Quoique sur Hénin, comme on a vu Marine Le Pen sur le marché, moi j'étais vachement surprise de voir les gens qui allaient vers Marine Le Pen, qui demandaient des autographes, j'étais vachement surprise. Hein. Voilà. Bon, puis mobilisation générale pour le deuxième tour. Hein. Bonne journée. Au revoir. C'était hier, je suis partie vite fait et puis je voulais faire le tour du marché. Et puis quand je suis passée à côté d'un monsieur qui était certainement partisan de Marine Le Pen parce qu'elle n'était pas loin, tout le monde était là sur le marché. Et quand il m'a vu passer avec mon foulard, il m'a craché dessus, mais dans le dos. Et tout le monde s'en est aperçu parce que bon, c'était assez bruyant. Et personne n'a bougé, donc je me suis dit je vais rentrer chez moi parce que bon, je me suis dit si personne ne bouge, c'est quand même grave. Franchement, j'ai peur. Nous avons interrogé une Française convertie à l'islam, donc à Hénin-Beaumont, et qui nous a dit qu'elle s'était fait cracher dessus il y a quelques jours, elle marchait dans un marché. Est-ce que vous pensez qu'il y a un problème en France avec la question de l'islamophobie, c'est-à-dire avec le racisme anti-musulman? Alors d'abord, je pense qu'elle ment. Voilà, je vous le dis très clairement, parce qu'il n'y a jamais eu le moindre incident ici de cette sorte. Et les habitants sont extrêmement respectueux. Il n'y a pas d'islamophobie, il y a le désir de préserver la laïcité dans notre pays. Il y a la volonté de ne pas être bousculé. Cette région, si vous voulez, de surcroît, est, il faut le dire, assez exigeante sur le comportement de ceux qui viennent de l'immigration. Pourquoi? Parce que c'est une région d'immigration.
C'est une région qui a accueilli beaucoup d'immigrés par le passé et qui sait pertinemment qu'il est nécessaire pour que les choses se passent bien, que justement on se fonde dans la population. Ils l'ont fait et ils ne comprennent pas, ils sont peut-être même plus durs encore que nous, ils ne comprennent pas que ceux qui sont arrivés de manière récente soient irrespectueux, soient troublent l'ordre public et un comportement arrogant et désagréable. Vous voyez, et ça c'est quelque chose qu'ils ne considèrent pas comme admissible. Quand vous dites ceux qui sont arrivés récemment, vous parlez de qui exactement? La population nord-africaine, maghrébine? Oui, bien sûr. C'est-à-dire, moi hier, je vous donne un exemple. Hein. Ici, il n'y a jamais eu aucun problème avec les musulmans. Aucun. Je veux dire, on a des relations extrêmement courtoises, il y a une mosquée, il n'y a aucun problème. Hier, il y avait 2 jeunes qui étaient là, qui n'ont eu de cesse de faire de la provocation, de mettre de la musique arabe à fond, de crier Allah Akbar, machin bidule. Bon, ça, c'est dramatique. Mais c'est pas dramatique pour nous. C'est dramatique pour les musulmans. Parce que ça donne une image, si vous voulez, de volonté conflictuelle, vous voyez, de combat en quelque sorte, de haine, qui est exactement à l'inverse de ce qu'ils devraient faire, d'ailleurs, en l'occurrence. At the national level, a key part of the National Front's current strategy is to attack the UMP, France's biggest right-wing party, and until last year, the party of government. By calling the UMP's legitimacy into question, Marine hopes to redefine French politics and to position the National Front as the true guardian of French values, as the real torchbearer of the French right. La stratégie de Marine Le Pen, ça n'est pas seulement d'augmenter jusqu'à ce que son parti devienne majoritaire, c'est aussi de provoquer des scissions à l'intérieur de l'UMP. Au sein de l'UMP, il y a toute une tendance qui est la droite populaire, qui a déjà posé plusieurs fois la question des alliances avec le Front National. Donc c'est par ce biais-là que Marine Le Pen espère venir augmenter son nombre de députés à terme et même accéder à un gouvernement, d'abord sous la forme de ministre et ensuite peut-être sous la forme de présidence. C'est par le biais d'une division de la droite, avec en gros une partie de la droite qui irait dans un front avec Marine Le Pen. This strategy has started to bear fruit. During these legislative elections, 2 UMP candidates have stood aside to allow the National Front candidate a free run against candidates from other parties. Meanwhile, the party's attempts at normalising its political language has helped its ideas gain traction in other parties. Moi, je ne connais pas aucun parti en France qui n'a pas de position à un moment donné contre l'islam. Hein. Il n'y en a pas. Hein. Moi, je n'en connais pas. Hein. Il n'y a aucun parti en France qui va accepter que vous portiez un foulard dans un lieu public. Si vous travaillez dans un lieu public, vous ne pourrez pas porter le foulard. Moi, je ne connais pas de parti politique aujourd'hui qui pourrait dire l'inverse. Ça n'existe pas en France. Le discours du Front National, il est déjà présent dans ceux de l'UMP et du Parti Socialiste. On voit que par exemple, sur la question de l'islamophobie, l'essentiel des idées du Front National ont non seulement été reprises, mais appliquées par d'autres partis. Quand on évoque la lepénisation des esprits, ça veut dire que les idées de Le Pen sont de plus en plus portées par d'autres personnes qui ne font pas partie du Front National ou qui ne sont pas proches de Jean-Marie Le Pen. Pire que ça, sont portées de plus en plus par des gens même qui combattent Jean-Marie Le Pen ou Marine Le Pen ou le Front National d'une manière générale. Et ces idées sont basées sur le principe que nous voulons bien être généreux, nous sommes généreux, nous avons intégré et assimilé depuis des siècles, mais ça c'est approuvé, ça c'est le discours de Le Pen. Et donc au jour d'aujourd'hui, nous avons affaire à une vague de nouveaux arrivants qui veulent changer la société française pour leurs besoins propres. Les idées de haine, les préjugés sont devenus la norme, respectable et respectée par tous, et que tout le monde sans complexe peut utiliser
Alors qu'il y a quelques années, c'était des délits et c'était même condamnable. Et il est là le danger de la lepénisation des esprits. Nous, on dit que le Front National n'a pas pris le pouvoir, mais il a gagné les esprits. C'est encore plus dangereux. After a long campaign, Election Day falls on Hénin-Beaumont. Within the National Front, spirits are high. The party is confident it will make a historic return to the Assembly. In the evening, with the votes being counted, National Front supporters gather and await the results. The atmosphere in the town is tense. Les musulmans, c'est une chose. Moi, je suis italienne. Alors, quand on arrivait au pays, il y avait des choses, le code de l'honneur. On doit le respecter. On arrive dans un pays, on respecte les lois du pays. Donc, on mange halal, c'est très bien. Mais il ne faut pas non plus en faire un plat. Hein? On a le droit de manger ce qu'on veut quand même. On est en démocratie quand même. Et qui voudrait donc obtenir In France, we have the laws, you know, the law, and we don't have to do with Islam. For example, the halal, you know, halal. Why I have to eat halal? Here in France, we have rules. We have a certain, I don't know say in English, but we have a way to live. They have to adapt to them or go. Do you think that Muslim women should be able to wear the veil in public? Of course not, le voile. No one here in France, when I was a child, even now, I never see those people with, how do you say the hell? The veil. The veil. No way. No way. People, I know a child, my brother, when he sees people like that, he's like, he's 20 anyway. And he's scared of seeing people like that. You cannot see them face. And when I spoke to someone, I like to see the face of the people, not whatever, you know. It's just, you cannot do that in France, that's all. The results come in, and the National Front re-enters the French Assembly, taking 2 parliamentary seats. A symbolic moment in French politics. Bien. Mes chers compatriotes, ce soir est un soir de victoire pour le Rassemblement Bleu Marine que j'ai eu l'honneur de diriger. Le mouvement national fait à nouveau son entrée à l'Assemblée. Success. Despite a huge rise in the National Front's votes since the last election, Marine narrowly fails to take the Pas-de-Calais district, losing out to the socialist candidate by just 114 votes. Allez, puisque la vie commence toujours demain, je peux quand même vous annoncer que nous faisons 56% sur la ville d'Hénin-Beaumont. Future success perhaps for Steve Briouat, who will stand as the party's mayoral candidate in Hénin-Beaumont in 2014. We asked him whether he had a message for Muslim residents who feel threatened by the prospect of the National Front coming to power in the town. Eh bien, moi j'ai une question à leur demander. Est-ce qu'ils se sentent français avant d'être musulmans? Voilà. Parce que lorsque je vois des gens ce soir exhiber le drapeau algérien, bah oui, je suis inquiet. Voilà, donc je leur demande, ils sont quoi? Ils sont d'abord français ou d'abord musulmans ou d'abord algériens? Ils se sentent français ou ils se sentent algériens? Parce qu'on ne peut pas être en France et donner son amour de la patrie à une patrie étrangère. En France, lorsqu'on vit en France, on doit avoir l'amour de la France. Parce que c'est elle qui nous sert, c'est elle qui nous accueille. Donc s'ils se sentent français, s'ils sont français, qu'ils se sentent français, eh bien il n'y a aucun problème. En revanche, si ils se sentent plus algériens que français, ben, je crois que leur présence ici n'est pas souhaitable. Est-ce que vous pensez que vous allez être bientôt le maire d'Hénin-Beaumont? Oui.
In France over the last 3 decades, Muslims and Islam-related issues have been the subject of obsessive media and political attention, eclipsing more pressing and newsworthy issues relating to France's economic downturn at home and its declining status abroad. To be anti-migrant, traditionally in France, was to be right-wing. To be anti-Muslim, you don't need to be right-wing. You can say, I'm anti-Muslim, but I'm not racist. A particular image of Islam is commonly presented to the French public. The religion is routinely framed as a threat to French values, while Muslims themselves are often portrayed as wanting to impose a foreign way of life on French citizens. L'islamophobie en France provient, pour l'écrasante majorité, d'un discours médiatique et politique qui alimente une peur en fait du musulman et de l'islam, mais qui ne correspond absolument pas à la réalité. L'islam qu'on perçoit généralement n'existe pas, mais que ce sont les islamophobes qui le créent, qui le construisent en permanence. Parce qu'en fait, ils construisent un islam que moi je qualifie d'islam imaginaire, juste pour les besoins de leur cause. This film investigates how Islamophobia became mainstream in France. It explores how Islamophobia works and asks what interests this ideology might serve. L'islamophobie n'est qu'un masque du racisme. Il fonctionne exactement de la même manière. L'idée, c'est toujours de stigmatiser des populations qui sont perçues comme différentes. On construit la différence pour pouvoir créer des clivages à l'intérieur de la société. Simplement, on met des mots différents avec le temps sur cette différence. Et c'est vrai que pendant très longtemps, la différence, elle se fait sur la question de la nationalité. Il y a les Français et les non-Français. Les Français, par exemple, les Algériens, les Français et les Marocains. Et avec le temps, puisque les populations originaires d'Algérie, du Maroc, etc., étaient françaises, on a trouvé, disons, les dominants, les élites dominantes ont inventé, consciemment ou non, d'autres termes, d'autres mots qu'ils ont pu plaquer sur ces populations, perçues toujours comme différentes, alors qu'elles avaient maintenant la même nationalité. Et c'est pour ça que l'islamophobie est née très clairement au milieu des années 80, au moment où il y a eu un intérêt particulier des médias et des responsables politiques pour ce qu'on a appelé les Français de deuxième génération, ou ce qu'on appelle les beurs. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y avait des gens arabes français, l'islam a été étrangement mis sur le devant de la scène pour montrer que ces gens étaient quand même différents, étaient quand même des Français de deuxième catégorie, des personnes de seconde zone qu'on pouvait continuer à discriminer et à insulter. C'est clairement à ce moment-là que ça se fait. Hein, et c'est clairement à ce moment-là que les médias, que ce soit les médias télévisuels ou les médias de la presse écrite, se mettent à mettre sur le devant de la scène la question de l'islam. On a des dates très précises pour ça. On a une du Figaro Magazine en 1985 qui met pour la première fois la question de l'islam en France sur le devant de la scène, c'est-à-dire en couverture, avec le titre « Serons-nous encore français dans 30 ans ?» Et c'est une Marianne voilée sur la couverture. Et en 1987, la première une intitulée « L'islam en France » par le Nouvel Observateur, sur laquelle on voit une femme voilée avec un voile bleu, blanc, rouge. C'est exactement cette période-là où naît l'islamophobie contemporaine. C'est-à-dire là, on peut le dater, quoi. C'est le milieu des années 80. The first time the practicing of religion by French Muslims really hit it big was in September 1989, when 3 schoolgirls from a secondary school just outside Paris were expelled for wearing their headscarves in class. The event, dubbed l'affaire du foulard, erupted onto French TV screens and was pounced on by the press. For the next 2.5 months, a huge wave of media coverage ensued. Depuis les années 80, il y a une sorte d'obsession française, qui est une sorte d'exacerbation d'une obsession occidentale sur la question du foulard. Et il se trouve qu'effectivement, parler du foulard, et surtout montrer des foulards, que ce soit à la télévision ou dans les magazines, a tendance à produire des effets irrationnels chez les commentateurs d'abord et chez les lecteurs. Et il se trouve qu'effectivement, quand on parle de foulard dans les médias, ça marche bien, ça se vend bien, les gens regardent le programme à la télévision, les gens achètent le magazine en kiosque. Beaucoup de gens se sont excités, littéralement, et de façon totalement irrationnelle sur cette question de foulard, et que des gens ont essayé d'exploiter cette question de foulard pour faire avancer leur agenda. In many ways, l'affaire du foulard set the pattern for future Islam episodes.
Just like in Future Affairs, a marginal issue was sensationalised and blown out of all proportion by hysterical media coverage. Just like in future episodes, Muslim voices were marginalised. In 2.5 months of daily coverage of the issue on its 8 o'clock news programme, France's biggest TV channel only allowed the concerned schoolgirls to express themselves for a total of 69 seconds. And like future episodes, the affair didn't come from popular or grassroots demands, but was constructed from the top by media and politicians. Je pense vraiment que l'islamophobie en France provient, pour l'écrasante majorité, d'un discours médiatique et politique qui alimente une peur en fait du musulman et de l'islam, mais qui ne correspond absolument pas à la réalité. Et donc nous, c'est ça qui nous inquiète, ça c'est sûr, d'avoir eu vraiment des politiques et une machine médiatique qui va marteler le fait que le musulman, intrinsèquement, il est extérieur à la nation française, qu'il est fondamentalement un problème qu'il faut régler. L'affaire de Foulard rumbled on and was never far from the headlines throughout the 1990s. But by the early 2000s, media hysteria reached new peaks. In 2004, the government finally passed a law banning the wearing of the headscarf in state schools, as the affair once again became the leading item in French news reports. 2004 was also a year of social unrest in France, and l'affaire de Foulard moved back into the limelight just as the government was trying to pass legislation to reduce people's pensions. Plans which provoked the biggest mass protests France had seen for a generation. Throughout 2004, Le Figaro, Libération and Le Monde, 3 of France's biggest papers, published less than 500 articles on the government's controversial pension reforms and the huge protests that accompanied them. In contrast, that same year, these 3 papers published well over 1,000 articles on the headscarf. In contrast to l'affaire de Foulard, the debate on the full-face veil in France is a highly contemporary one. The furore got going in April 2009, when the politician André Gérin ignited the issue in a highly charged letter to the French Prime Minister. Describing the burqa as the tip of the iceberg of an anti-French fundamentalism ripping through France, he urged politicians to tackle the issue. Il y a un député communiste qui s'appelle André Gérin qui décide tout d'un coup qu'il y a trop de femmes qui portent le voile intégral dans sa ville, que c'est un problème. Et il va réussir à demander une commission d'études sur ce problème-là, une commission parlementaire. Donc il y a une commission parlementaire qui se forme en France pour finalement décider s'il y a besoin d'une loi ou non par rapport à ce problème-là. Days after the parliamentary commission was set up, President Sarkozy gave it his blessing. La burqa, ce n'est pas un signe religieux, c'est un signe d'asservissement, c'est un signe d'abaissement. Je veux le dire solennellement. Elle ne sera pas le bienvenu sur le territoire de la République française. Nous ne pouvons pas accepter dans notre pays des femmes prisonnières derrière un grillage, coupées de toute vie sociale, privées de toute identité. Ce n'est pas l'idée que la République française se fait de la dignité de la femme. In France, women never hide their face behind any veil. This is a practice that in our view is absolutely full discrimination against women. And secondly, it is something that we perceive as a blunt to us. By hiding their face, by preventing us to see who they are, they refuse to accept me as I am. And in fact, I am the victim. I am the victim of an habit which is, in my view, uncivilized habit,
and which is ruining the common will to live together. In July 2010, after 15 months of debate, the National Assembly overwhelmingly voted in favour of a bill to ban all clothing concealing the face in public places. Wearing the burqa or the niqab in public is now illegal in France, with a fine of up to 150 euros for those who don't comply. Et la conséquence d'une loi pareille, ça a été tout simplement que les femmes qui portaient le voile intégral, elles ne pouvaient plus sortir dans l'espace public. Elles ne pouvaient plus aller faire leurs courses, aller chercher leurs enfants. Elles se faisaient arrêter dans la rue. Donc on a régulé la présence de ces femmes-là dans l'espace public, sous couvert et de sécurité et de féminisme. Alors c'est très paradoxal parce que donc on prend comme prétexte la libération de la femme pour justifier l'exclusion de certaines femmes. Both the political scrutiny and the media frenzy surrounding the full-face veil are out of step with reality. It's estimated that there are less than 2,000 women wearing the full-face veil in France, and while researchers have found that the vast majority of these women are wearing the veil out of choice, the political and media discourse depicts these women as passive victims, forced into wearing the veil by a growing number of fundamentalists. Dans le but de défendre une conception extrêmement conservatrice de l'identité française et de l'identité républicaine, en disant la France doit lutter contre toute forme de visibilité de l'islam en France parce que la France, qui a été construite par les Lumières, qui est l'héritière de la Révolution française, etc., etc., a pour mission universelle de libérer les peuples opprimés. Et donc, on a créé un islam imaginaire, on a créé quelque chose de totalement imaginaire, on a dit que les femmes voilées étaient par définition et par essence opprimées, tout simplement pour pouvoir créer une France tout aussi imaginaire, mais bien plus héroïque, qui est cette France qui serait libératrice des peuples et des consciences et des individus. Et en fait, dans tout ce processus, pendant des années, depuis la première affaire des foulards en 1989 jusqu'à aujourd'hui, en 2012, on n'a quasiment jamais posé de questions aux femmes qui portaient justement ce foulard. On n'a jamais interrogé ces gens-là. Et on n'a jamais interrogé les rares chercheurs ou chercheuses qui avaient justement fait ce travail d'interrogation et de questionnement sur la façon dont on pouvait porter le foulard en France. Il se trouve que précisément, tous les sociologues et les rares journalistes qui ont travaillé sur ces questions-là savent que le port du foulard revêt des réalités extrêmement variées, extrêmement différentes, parfois contradictoires et souvent mouvantes. Mais ça, c'est pas audible dans le monde politique ou médiatique français. Parce que précisément, ça casse toute l'idéologie, ça casse le but même de toute l'excitation et de toute la médiatisation de ces affaires-là. Spring 2012. France is gearing up for its presidential election. And a new Islam-related controversy comes to the fore. Mes chers compatriotes, je souhaite faire un point sur le débat que j'ai lancé au sujet de l'abattage rituel dans notre pays. Je demande la transparence absolue sur les modes d'abattage actuellement pratiqués dans notre pays. Les statistiques officielles et des associations de défense des animaux parlent de 30 à 50% d'abattage halal en France. Qu'en est-il exactement? Le débat sur le halal en France a pris beaucoup d'ampleur depuis un an à peu près, depuis une année. Parce que tout simplement, c'était la période où Mme Marine Le Pen, dans la course aux élections, dans le cadre de son parti, le Front National, elle avait besoin de parler le plus fort possible pour attirer plus de monde. Et donc, devant la question de l'immigration, elle était dépassée par Sarkozy, qui était président de la République, avec le gouvernement de droite. Il ne restait plus que certaines questions particulières liées à l'immigration, en l'occurrence la religion islamique. Et sur la question de l'islam, il y avait le dossier qui n'était pas encore sorti, qui était le dossier sur le halal. Quels sont exactement les risques pour la santé de ceux qui consomment halal bien souvent sans le savoir? Les consommateurs ont le droit de savoir ce qu'ils achètent et ce qu'ils mettent dans leurs assiettes. En disant qu'il y avait trop de halal en France, que tous les Français sont obligés de manger du halal. Donc le débat est parti là-dessus. Donc forcément, ça choque.
premier sujet de préoccupation, de discussion des Français, c'est cette question de la viande halal. Donc à partir d'une simple initiative opportuniste politique, la question du halal a tellement pris d'ampleur qu'on avait le sentiment, entre janvier et mars, que c'était la question nationale qui préoccupait les Français, ce qui avait fait dire à Sarkozy à l'époque, c'est une question qui préoccupe les Français. Évidemment, quand les médias ont occupé le terrain sur cette question-là, quand les sondages n'ont travaillé que sur cette question-là, forcément, ça ne fait qu'occuper les gens. Donc une espèce de cercle vicieux dans lequel le halal s'est retrouvé et dans lequel les musulmans n'avaient pas un mot à dire et ne pouvaient pas prétendre à une défense de l'intérêt du halal ou autre chose. Whose interests does Islamophobia serve? The rise of political and media obsession with Islam coincided with the end of a golden economic age in France. Since the 1980s, France has lived through an economic malaise. Industries moved abroad, and the French public's seen many of its old jobs dry up. Faced with an economy that no longer provides full employment, rather than offering hope of a better tomorrow, politicians now often find it easier to claim they're protecting French citizens from nightmares. L'ennemi intérieur, c'est principalement une figure imaginaire, même une figure de rhétorique qui permet partout, je pense, où on a dû avoir à gouverner des gens, de désigner ceux qui sont impurs à l'intérieur, ceux qui ont un pied dedans, un pied dehors, et donc pour pouvoir les purger. C'est un dispositif imaginaire qui permet de saisir une partie de la population, de la construire comme un bouc émissaire et du coup de tenter de ramener l'ordre. Dans la réalité, dans les conflits sociaux réels, matériels, un ouvrier, son principal ennemi, c'est son patron. C'est pas son voisin d'à côté parce qu'il risque de lui voler sa mobilette ou parce qu'il va à la mosquée ou je sais quoi. Et du coup, une figure de l'ennemi intérieur, ça permet en permanence de construire des menaces qui ne sont pas des menaces caractérisées par des conditions réelles d'oppression. Et du coup, de fabriquer en permanence des figures qui trompent les dominés. Le sous-prolétariat en France, il est issu de la colonisation, donc il faut des dispositifs imaginaires qui font passer les non-blancs pour la menace. Parce que sinon la menace elle est évidente, c'est les exploiteurs, c'est ceux qui fabriquent la misère. Pour faire tenir tout ça, et il faut que les plus opprimés et les moins privilégiés soient désignés comme la menace. Et c'est vraiment la base de l'organisation de la Ve République, même en termes de structure. Enfin, il s'agit de voir qui pilote les médias. Enfin, les grands médias bourgeois français appartiennent aux mêmes industriels qui vivent de la guerre permanente, qui vivent de l'industrie de la sécurité, qui vivent du renforcement de la police. C'est les mêmes réseaux économiques et politiques qui sont enchevêtrés dans ce qu'on appelle l'État français depuis le XXe siècle. Most television and print outlets in France are owned by 5 conglomerates. The Dassault Media Group is directed by Serge Dassault, who, as well as owning France's biggest paper, Le Figaro, also heads up Dassault Systems, France's biggest arms manufacturer. Martin Bouygues is the godfather of one of Nicolas Sarkozy's sons and the president of the Bouygues Group. As well as boasting a range of popular TV channels, the group also owns Europe's biggest construction consortium. And as well as owning numerous newspapers and TV channels, the Lagardère Media Group has extensive investments in defence. Since the late 1980s, almost every time a new Islam affair hits the headlines, it's taken off, dominating the news cycle for months and gripping public attention. But why does Islam have such a hold on the French imagination? And why do these campaigns continue to work so well?
Si toutes ces affaires islamophobes, que ce soit les foulards, que ce soit les minarets, que ce soit la viande halal ou dans les quiks ou dans les restaurants scolaires, que ce soit les musulmans, les horaires spécifiques pour les femmes musulmanes dans les piscines, etc. Si ça fonctionne aussi bien, aussi longtemps et depuis des années, c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas de contre-discours. Le fait qu'il n'y ait pas de contre-discours fait que ce discours fonctionne tout seul. C'est comme un rouleau compresseur qui fonctionne tout seul. Et les débats sont extrêmement pauvres. Et très souvent, si on prend la question du foulard, les gens débattent pour savoir s'il faut interdire le foulard maintenant ou l'interdire plus tard. Mais évidemment, c'est extrêmement limité comme genre de débat. Est-ce qu'il faut l'interdire tout de suite ou plus tard? Mais pas est-ce qu'il faut l'interdire ou pas? Ou est-ce qu'il faut l'interdire ou est-ce que vraiment ce sont les médias qui créent un problème qui n'existe pas? Vous voyez, le spectre du débat est tellement faible qu'en fait les faux problèmes qui sont posés ont l'air d'être extrêmement urgents et qu'il faut absolument les traiter de toute urgence et que ça doit prendre toute la place dans les médias. Il y a un vrai problème, c'est qu'il n'y a vraiment pas de contre-discours. Le discours fonctionne tout seul, il tourne en rond tout seul. France has been historically a country of migration, and you had migration from the end of the 19th century. And the first anti-migrant movement was against Belgian migrants. And then after against Italian, and then after against the Spanish, and then after against the Jews of Central Europe. But at the end, all these people become, like we say, de bon français, good French. And we have also, France has also historically a capacity of absorption, historically. Now we are in a different context because a part of this capacity of absorption was the fact that people were integrated, like we said, through the working class. Through a working class which was very active, with trade union, with a Communist Party very strong. And this has played an important role in integrating all these waves of migrants, even against all racism and all xenophobia. Now we have a real problem that the mechanism of integration, political, I'm not speaking only economic, are not functioning. Cette vision du monde que nous avons en tant que Français, nous avons une civilisation, nous avons la première révolution, ainsi de suite, fait qu'on a toujours gardé l'idée de la supériorité. Donc, en situation où nous vivons ici en France, la profusion des expressions culturelles et cultuelles non chrétiennes, non européennes, la profusion, le développement, la plus grande visibilité, fait que certains se sentent menacés dans leur propre identité. Pourquoi ils se sentent menacés dans leur propre identité? Parce qu'on leur a toujours construit l'idée qu'eux sont supérieurs aux autres, que leurs valeurs sont supérieures aux valeurs des autres. Donc il n'y a pas de raison que lorsque les autres viennent chez nous, avec vos valeurs supérieures, maintiennent leurs propres valeurs. Normalement, ils doivent s'assimiler. Normalement, ils doivent les accepter, les intégrer et même les défendre. Et donc, s'ils ne les assimilent pas, c'est qu'ils n'en veulent pas, c'est qu'ils ne les considèrent pas comme des valeurs supérieures. Il y a toujours cette attitude de rejet ou cette attitude de domination et jamais cette attitude d'acceptation d'égal à égal. Donc pour moi, on est fondamentalement encore dans le processus de la Révolution française pour nous libérer de la domination. Peut-être il y a eu l'idée de se libérer d'une classe, de la domination d'une classe, mais il faut encore continuer de lutter pour se libérer d'une vision du monde, celle où on hiérarchise les gens.